réunion de l'Académie et partager avec vous ce que nous pensons sur l'état des lieux des maladies cardiovasculaires et surtout sur les perspectives. Vous verrez que, en réalité, à la fin, je parlerai un peu plus de ce que je crois être l'approche à entreprendre concernant la lutte, pas seulement contre les maladies cardiovasculaires, mais pour la santé, puisque j'ai l'impression que le plus important, ce n'est pas tant de s'arrêter à l'une ou l'autre maladie, mais d'avoir une vision globale. Ce que je crois, on ne fait pas toujours. Puisqu'il faut quand même parler des maladies cardiovasculaires, on le sait, c'est la maladie leader qui tue le plus dans le monde, avec plus de 17 millions de décès. Malheureusement, les choses ne sont pas près de s'arranger, puisque vous le voyez, il y a une progression continue. C'est donc la première cause de décès, mais c'est également la première cause de handicap dans le monde. Et ne croyez pas que les pays en traumatisme, et même les affections comme les infections, la malnutrition ou même la mortalité maternelle et infantile. Évidemment, quand on pense à l'Afrique, on pense d'abord au sida, à la mortalité par le paludisme et à la mortalité maternelle et infantile. Et on a raison de le penser, puisque comme vous le voyez là, c'est là que malheureusement qu'on meurt le plus de sida, de tuberculose, de VIH et de toutes les autres affections que vous connaissez bien. Mais n'oublions pas que chez les sujets de plus de 45 ans, aujourd'hui en Afrique au sud du Sahara, ce sont bien les maladies cardiovasculaires qui sont la cause leader, et qu'il y a encore 10% de décès liés aux maladies cardiovasculaires en Afrique au sud du Sahara, qui est d'ailleurs le seul continent où les maladies cardiovasculaires ne sont pas encore la principale cause de décès, mais nous verrons que ça va changer dans 10 ans à peine. Et vous le savez, on a pensé qu'il y a ce qu'on appelle la transition épidémiologique. On a connu les maladies infectieuses et la famine. Ces grandes endémies ont reculé. Sont apparues les maladies dégénératives comme les cancers, les maladies cardiovasculaires. Et puis maintenant, avec le vieillissement de la population, nous avons les affections dégénératives tardives. Et on a pensé que ce modèle qui est réel dans les pays en voie de développement pourrait également être fonctionnel pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne. Mais comment ça s'est passé dans ces pays-là? Aux États-Unis, par exemple, ou en Europe, avant 1900, l'espérance de vie était à peine de 30 ans. Mais on a pu contrôler les infections, la malnutrition, la mortalité maternelle et infantile, grâce à des mesures de santé publique, l'amélioration de la nutrition, et ces endémies ont régressé. Et puis, l'alimentation riche en calories est venue augmenter ces maladies cardiovasculaires, et puis on a également mieux traité ces affections, ce qui fait que les populations vivent plus longtemps, mais vivent plus longtemps avec ces affections-là. Mais quand on regarde bien, peut-être que la situation n'est pas tout à fait la même. Et j'aime rappeler que les déterminants des maladies étant socio-économiques, évidemment, la prise en charge va devoir se fonder d'abord sur des stratégies socio-économiques et j'ai envie de dire politiques. Voilà ce qui se passe par exemple dans un pays qui est les États-Unis. Les maladies infectieuses ont régressé de moins 80% avant qu'on ait inventé la pénicilline. Ça veut dire que ce n'est pas du tout une intervention pharmacologique qui a fait reculer ces affections-là, mais bien l'hygiène, des déterminants sanitaires, bref, une vision politique et hygiène des populations. Une autre donnée qui est importante, ne croyons pas que les maladies cardiovasculaires, c'est une affaire de riches. Je donne une statistique comme ça, pratiquement au hasard, qui montre que même dans les pays développés, ce sont en réalité les plus pauvres qui payent le plus lourd tribut à ces affections-là. Et systématiquement, dans toutes nos enquêtes au Sénégal que nous avons réalisées, ce sont les maladies, les couches les plus pauvres qui sont à plus de risque de développer une hypertension, un diabète, ou pire encore, d'avoir une complication de ces affections-là. Donc ce n'est pas du tout une maladie du développement, mais plutôt une maladie du mal-développement et de la pauvreté. Or, quand on parle de pauvreté, évidemment, on ne peut pas ne pas citer l'Afrique qui se trouve là quand on parle de PIB. Et donc, c'est évidemment le continent qui a le plus de problèmes. Et puisque c'est le continent qui a le plus de problèmes et qui peut-être n'a pas encore, je crois, géré dans une large mesure les grandes visions politiques, je crois que les mesures d'hygiène publique sont quand même, je crois, assez défectueuses. Allez dans la banlieue, vous comprendrez ce que je vous dis. Et vous le comprendrez davantage quand arriveront, j'espère pas, mais les inondations. La malnutrition est encore là. Et elle cohabite d'ailleurs parfois dans une même famille avec une maladie comme l'obésité. Et vous avez l'absence de législation claire. Aujourd'hui, les aliments entrent dans notre pays, il n'y a absolument aucun contrôle. Et les gens ne mangent pas forcément ce qu'on souhaiterait qu'ils mangent. Et je ne crois pas qu'il y ait réellement une politique de prévention primaire secondaire pour les maladies cardiovasculaires. On sait très bien aujourd'hui que l'accessibilité aux médicaments, même aux médicaments essentiels, pose problème et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc pour toutes ces raisons-là, je crois malheureusement
que nous ne sommes pas en réalité dans une transition épidémiologique sur le modèle occidental. Nous avons notre modèle à nous. Nous avons les deux charges. C'est-à-dire que nous avons, dans ce continent, les maladies infectieuses, la malnutrition et le paludisme, et le sida et la tuberculose. Et puis, malheureusement, nous voyons exploser le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies non transmissibles. Un des pionniers de la cardiologie africaine, le professeur Edmond Bertrand, avait pensé que ce schéma pouvait fonctionner, c'est-à-dire que les pays quittent un peu ces maladies infectieuses avec une diminution de la mortalité et que c'est plutôt les maladies cardiovasculaires et les cancers qui allaient être prééminents. Je crois malheureusement que l'Afrique se situe à un carrefour quelque part là où il accumule les deux. Et je pense que ça, on peut l'illustrer par cette diapositive. Contrairement à ce qu'on peut croire, il est beaucoup plus probable qu'on meure d'une maladie cardiovasculaire, d'une crise cardiaque, lorsqu'on est togolais, sénégalais, gambien, que lorsqu'on vit dans l'un ou l'autre des pays riches. Et donc, le Sénégal est aussi une illustration de cette vérité-là, puisque au Sénégal, nous avons les deux. Nous avons le paludisme, qui serait la première cause de décès, et les maladies cardiovasculaires, la deuxième. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, tout au moins chez l'adulte, c'est la première cause de décès, mais avec le recul du palud, peut-être que c'est déjà la première cause de décès. Donc nous avons en fait une double charge. Mais cette double charge, elle concerne aussi les maladies cardiovasculaires elles-mêmes, puisque dans les maladies cardiovasculaires, nous avons ces maladies coronaires, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire ce qui a fait la morbimortalité cardiovasculaire en Europe, qu'il fait toujours, mais nous avons des maladies qui ont complètement disparu en Europe, telles que les cardiopathies rhumatismales. Et je rappelle que les cardiopathies rhumatismales sont dues à une angine de gorge. Vous n'avez pas d'angine de gorge, vous n'en faites pas. Elles sont intrinsèquement liées à la pauvreté et que ces maladies ont disparu en Europe avant qu'on ait inventé la pénicilline, lorsque simplement les conditions d'hygiène se sont améliorées. Et je pense qu'il nous faut donc peut-être nous souvenir des déterminants socio-économiques et politiques dans la lutte contre la maladie. Et cette maladie que nous appelons, hélas, la maladie professionnelle de l'enfant, parce que malheureusement, ces enfants, nous les hospitalisons 3, 4 à 5 fois dans l'année, parce que c'est une destruction de leurs valves. Si on ne les opère pas, leur espérance de vie dépasse rarement 25 à 30 ans. Cette maladie-là est due à un microbe qui atteint l'enfant, seulement l'enfant, et ne survient que dans un environnement. C'est-à-dire qu'à Paris, à Versailles ou à Londres, cette maladie n'existe pas. Elle a existé il y a plus d'un siècle, mais elle n'existe plus. Et au Sénégal, nous avons essayé de connaître l'ampleur de ces affections-là. Et nous avons, pour la première fois, mené des études échographiques, qui est l'examen le plus performant, pour rechercher sur des échantillons représentatifs des populations scolaires la fréquence de cette maladie. Et voilà ce que nous avons trouvé, 5 à 7 pour 1000, ce qui est quand même beaucoup. Pour la petite histoire, c'est le double des estimations habituelles de l'OMS, puisqu'il n'y a jamais eu d'études auparavant. Et les études étaient essentiellement cliniques. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais nous avons également identifié les sujets à risque. Si vous allez chez les sujets de 14 ans, dans la banlieue, faible niveau socio-économique, qui ont des angines à répétition, vous les avez identifiés. Vous verrez à quoi cela peut servir, évidemment, tout à l'heure, parce qu'on pourrait, je crois, cibler des sujets à risque et aller vers les actions de prévention ou de prise en charge. L'avenir, finalement, des maladies cardiovasculaires dans un pays comme le Sénégal ou l'Afrique, c'est quoi? Malheureusement, les cardiopathies rhumatismales, c'est d'abord la pauvreté. Si vous nous garantissez qu'il n'y a plus de pauvreté, il n'y en aura pas. Et puis après, il y a des facteurs de risque, la maladie coronaire, les AVC. Malheureusement, les facteurs de risque sont déjà présents, ou le sont depuis de nombreuses années. Donc, qu'on le veuille ou pas, dans 10-15 ans, ce seront des maladies émergentes, puisque c'est les facteurs de risque d'aujourd'hui qui feront les maladies de demain. Et cela veut dire quoi? L'OMS nous le dit, la maladie coronaire va progresser, et en 2030, la première cause de décès en Afrique du Sud du Sahara, ce sera la maladie coronaire, suivie du VIH-Sida. Et évidemment, au Sénégal, on aura la première cause de décès. Pourquoi donc en est-on arrivé là? Je pense qu'il y a une vérité historique qu'un politique et médecin allemand, Rudolf Virchow, que tous les médecins connaissent bien, a dit. L'histoire des épidémies, c'est l'histoire du bouleversement des cultures humaines. Je pense que l'exposé précédent l'a bien montré. Nous avons un style de vie qui a changé, nous avons moins d'activité physique, nous avons une ration calorique qui augmente, et nous sommes plus âgés, et pour toutes ces raisons-là, les choses changent. Le réchauffement climatique peut également jouer un rôle important, les infections ayant diminué, et puis il y a la suralimentation. Un exemple qui peut ressembler à la science-fiction, on a essayé de voir ce que l'Américain du Paléolithique, qui n'existe évidemment pas, et l'Américain contemporain, quel est leur comportement. Pour résumer, vous voyez clairement qu'aujourd'hui, on mange beaucoup plus mal, moins de fibres,
on a moins de vitamines, beaucoup moins, on a moins d'exercice physique, c'est-à-dire donc on va vers l'explosion de ces maladies cardiovasculaires-là. Et pour l'illustrer sur quelques diapositives, voilà ce qui va se passer. Nous sommes 80 millions d'hypertendus en Afrique au sud du Sahara, nous serons 150 millions bientôt. Ça veut dire que nous sommes à peu près 40% de 25 ans ou plus en Afrique du Sahara qui seront hypertendus. On pense que le diabète va augmenter de 80% dans la région Afrique. Ce sera la région où le diabète aura le plus augmenté. Et puis, je sais que vous avez tous connu peut-être cette belle girafe très gracile et alerte. Et vous savez ce qu'elle est devenue, ça. Ça veut dire que malheureusement, c'est une petite boutade pour vous rappeler qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons doublé la prévalence de l'obésité ces 10 dernières années. Et ça concerne aussi le milieu rural. Allez en milieu rural, vous verrez qu'eux aussi, ils aspirent comme nous à manger des cubes salés, à être très tendance. Et puis, j'ai illustré la belle barbe africaine qui se consume, malheureusement, parce que le tabagisme, qui n'était pas le continent de prédilection de l'Afrique, est en train de devenir, malheureusement, très fréquent dans nos régions, parce que justement, c'est là que la législation semble être la plus faible. Et puis, le Sénégal, malheureusement, n'est pas le bon exemple. Le Sénégal n'est pas le bon exemple puisque dans les études multicentriques que nous avons réalisées sur la maladie coronaire et la maladie cardiovasculaire, nous sommes quasiment dans le peloton de tête régulièrement, comparé aux autres pays africains. Et il y a 3 ans, nous avons essayé de voir ce qui se passait à Saint-Louis. C'est 46% d'hypertendus, 48% d'obésité abdominale. Et en réalité, la principale maladie cardiovasculaire ou facteur de risque, c'était les dyslipidémies, puisque 60% de la population de Saint-Louis avait une dyslipidémie. Et puis, le diabète, c'est 10% à Saint-Louis. On nous a dit, non, mais vous n'avez pas bien choisi, c'est Saint-Louis. L'étude EIS, c'est une étude que nous menons avec des collègues de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient, pour voir un peu ce qui se passe dans nos pays, comment se comportent des gens qui viennent dans nos structures de soins, pour un palud, pour un traumatisme ou pour autre chose. Puisque ces maladies sont sournoises, nous sommes allés les chercher systématiquement. Et voilà ce que nous trouvons. En vérité, ces maladies sournoises sont bien plus fréquentes que les motifs de consultation habituels, puisque vous voyez là, 62% des Sénégalais qui viennent dans les centres périphériques, y compris le milieu rural, ont une dyslipidémie. La moitié est hypertendue et 16% sont diabétiques, etc. Donc ça veut dire qu'en réalité, on ne sait pas trop si l'urgence ne peut pas être ce type de maladie-là. Et à Saint-Louis, il y a une accumulation de facteurs de risque. C'est-à-dire 3/4 de la population avait plusieurs facteurs de risque. Or, vous savez, un facteur plus 2 plus 3, ce n'est pas égal à 3. C'est une augmentation exponentielle du risque. Et donc, ceci expliquant cela, vous avez donc une augmentation du risque cardiovasculaire. C'est fréquent, mais le problème, c'est que ce n'est pas souvent dépisté, puisque la moitié des sujets que nous avons trouvés hypertendus ne savaient pas qu'elle était hypertendue. Et même quand ils savaient qu'ils sont hypertendus, ils ne sont guère traités qu'une fois sur 3. Et au bout du compte, nous nous sommes retrouvés avec un hypertendu sur 10 seulement à Saint-Louis qui est réellement contrôlé. Et la majorité des diabétiques se savaient certes diabétiques, mais moins d'un tiers étaient régulièrement traités. Et quand on refait le calcul, on revient à la même chose. Seul un diabétique sur 10 est réellement contrôlé par rapport à son diabète. Les dyslipidémies, c'est pire puisque 98% des gens qui avaient du cholestérol ne savaient pas qu'ils avaient du cholestérol. Évidemment, nous n'avons même pas cherché à savoir qui était contrôlé. Il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Nous avons essayé de savoir si les maladies cardiovasculaires existent réellement. L'indice de pression systolique, c'est un outil simple qui regarde si vous avez une artère malade. Et quand vous avez une athérosclérose au niveau du membre inférieur, c'est un puissant indicateur qui vous dit les artères du cerveau, c'est-à-dire le risque de faire un AVC, les artères du cœur sont probablement malades. Donc c'est une sorte de marqueur systémique de cette maladie cardiovasculaire. Et voilà ce que nous trouvons. 17% de la population avait des artères malades. Et je peux vous dire qu'en reprenant des études réalisées notamment en Allemagne ou en France, nous retrouvons exactement la même prévalence sur une méthodologie comparable. Et la maladie coronaire, c'est-à-dire les fameuses crises cardiaques, c'est la même chose. Nous avons trouvé 2% de Saint-Louisiens qui avaient un électrocardiogramme de crise cardiaque, et le pire, c'est que beaucoup ne le savaient pas. Certains pensaient qu'ils avaient une maladie digestive, d'autres ne savaient simplement pas ce qu'ils avaient, ou avaient un traitement antalgique, etc. Donc voilà la réalité. Donc les maladies sont fréquentes, les maladies sont méconnues des populations. Qu'en est-il des praticiens que nous sommes? Alors les praticiens que nous sommes ont quelques soucis parce que sur l'hypertension, qui est quand même la maladie cardiovasculaire la plus populaire, voilà ce qui se passe. Plus de la moitié des médecins et infirmiers sénégalais ne savent pas définir l'hypertension. 9 fois sur 10, une bonne évaluation qui pour nous passe par ce qu'on appelle l'évaluation du risque cardiovasculaire n'est pas faite correctement. Et
3 quarts des infirmiers, vous savez que les infirmiers ont plus de chances de traiter un hypertendu que moi, spécialiste en cardiologie, puisqu'ils sont plus proches des populations. Mais les 3 quarts prescrivent des médicaments dont ils ne connaissent pas réellement la classe thérapeutique. Bon, c'est un peu très empirique dans leur façon de faire. Et puis, ceci expliquant cela, 2 médecins sur 3 nous disent que depuis 10 ans, nous, on ne nous a jamais parlé de l'hypertension artérielle. Donc, j'imagine qu'ils sont excusables. Les dyslipidémies, nous avons fait pareil. Nous sommes allés voir 200 médecins sur un échantillon donc représentatif de Dakar pour voir comment ils percevaient un peu la prise en charge des dyslipidémies. 2 tiers ne pouvaient pas définir l'hypercholestérolémie. Le bon et le mauvais cholestérol, notion très populaire, n'était pas claire pour 1 quart. Et puis, seul un médecin sur 4 ou paramédical sur 4 pouvait traiter correctement. Et dans un centre de référence, nous nous rendons compte que la prise en charge du diabète reste tout à fait insuffisante. Nous avons des médicaments essentiels. Je sais qu'on a tous été émus par l'histoire du Mediator, à juste titre. Mais savez-vous qu'au Sénégal, ce médicament qui s'appelle la nifedipine 10 mg, qui existe largement dans nos structures de santé, au mieux ne sert à rien, au pire, augmente la mortalité cardiovasculaire. Tous les cardiologues qui sont dans la salle savent de quoi je parle. Retiré du marché international depuis 1997, il est encore là. Le furosémide, qui est un diurétique très célèbre, n'est pas du tout un médicament contre l'hypertension artérielle. Il est encore là. Et donc c'est un petit plaidoyer, nous le disons de temps en temps, mais apparemment on ne nous écoute pas trop. Donc pour conclure là, nous sommes malheureusement leaders dans les maladies transmissibles, et malheureusement les maladies non transmissibles vont aussi être une cause leader. Et que nos affections sont sous-dépistées, mal contrôlées, elles sont fréquentes et méconnues, et on a un recours fréquent à la médecine traditionnelle. La prise en charge n'est pas tout à fait la bonne, puisque des médecins désarmés devant l'hypertension, le diabète et beaucoup d'autres maladies ne peuvent pas proposer grand-chose. Et évidemment, on a peut-être des structures de soins qui ne sont pas aussi adaptées que ça à la prise en charge de ces maladies-là. Quelques solutions avant de conclure. Il n'y a guère que 2 causes de décès, disait justement l'honorable Rudolf Virchow. L'une est pathologique et l'autre est politique. Cela veut dire que pour agir sur une maladie, on a des actions individuelles, mais il y a aussi et surtout une vision et une stratégie à long terme. Ça veut dire qu'il faut de la prévention et beaucoup d'autres choses sur des déterminants non sanitaires et un traitement curatif. Il y a des traitements novateurs qui existent aujourd'hui, il faut les appliquer, malheureusement qui ne sont pas toujours disponibles, et il faut aller vers la prévention. Il faut aller vers la prévention et la prise en charge grâce à 3 stratégies complémentaires qu'on doit adapter en fonction de nos ressources. Il faut traiter les affections aiguës et sévères, identifier et prendre en charge les sujets à haut risque et avoir une politique de lutte et une éducation des populations. Identifier les sujets à risque, on peut avoir des scores simples qui ne demandent même pas forcément des examens complémentaires. On peut identifier ces sujets à risque et commencer à agir sur ces sujets par la prévention et peut-être par une prise en charge. On peut également agir au niveau des populations. Et puis, on doit également aujourd'hui savoir que la moitié des crises cardiaques et des AVC ont une forte probabilité dans un pays comme le Sénégal de décéder avant d'arriver aux structures de soins. Ça veut dire qu'il nous faut réorganiser notre système de soins, avoir les bons médicaments, avoir la bonne technologie et éventuellement subventionner les génériques. Monsieur le Président, dès que vous me direz d'un œil sévère d'arrêter, je le ferai. Dans 5 minutes, je peux. Je continue, d'accord. 5 minutes, j'essaierai d'arrêter. Voilà, on m'a encore 1 minute, c'est bon. Merci. Je m'excuse, j'avais prévu 30 minutes, mais j'aurais arrêté dans 5 minutes. Je ferai tout. Alors, donc, on a dit prévention. Que se passe-t-il pour le tabac? Je crois qu'il y a un effort intéressant qui se passe au Sénégal, récemment en tout cas. C'est bien. Mais y a-t-il quelque chose sur les taxes? Apparemment, pas grand-chose. Est-ce qu'il y a une limitation de l'accès? Je crois que les gens fument un peu comme ils veulent. Est-ce qu'il y a une aide au sevrage? Je ne crois pas qu'il y ait 2 ou 3 structures de sevrage dignes de ce nom au Sénégal. Or, si vous avez une bonne politique de taxes, saviez-vous que c'est 56 millions de décès en moins dans le monde? Limitation de l'accès, c'est 28 millions de décès en moins. Aide au sevrage, c'est 14 millions de décès en moins. Donc je pense qu'on aurait pu, en faisant un petit calcul, montrer ce qu'on gagnerait réellement à lutter efficacement contre le tabac. L'alimentation, la mauvaise alimentation, c'est 30% de la mortalité cardiovasculaire. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on n'a pas grand-chose, parce que, comme vous le voyez ici, c'est en Afrique, malheureusement, qu'on a la plus faible législation en matière de lutte contre les aliments, parce que nous avons des habitudes alimentaires mal documentées. Je ne crois pas qu'il y ait 2 ou 3 cardiologues ou diabétologues qui savent réellement quelle est la teneur en sel de ce que mangent les Sénégalais. On n'a jamais fait d'études sérieuses depuis quelques travaux un peu anciens de l'Orana. On a une publicité agressive et mal tolérée contre les mauvais comportements alimentaires. Or, là aussi, il y a des choses à faire. Vous faites une intervention communautaire, ce qu'ont fait les Finlandais,
Voilà ce qui s'est passé. En 25 ans, 73% des crises cardiaques ont été prévenues. En île Maurice, qui est plus proche de nous, c'est 14% de taux de cholestérol en moins. Et ça, je peux vous dire que c'est un risque relatif de 30% de crises cardiaques de prévenues. Et vous allez donc pouvoir imaginer qu'il nous faut aller plus loin. Rôle de l'agriculture, commerce et industrie. Il faut des taxes. Une réduction de 25% de taxes dans certains pays a permis... une augmentation des taxes dans certains pays a permis une réduction de 25% de la mortalité cardiovasculaire parce que les gens ont changé de comportement alimentaire. L'exercice physique, c'est important parce que c'est également un facteur de risque majeur qu'est l'inactivité. Donc on a des randonneurs, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment d'espace. Le sport scolaire n'est pas tout à fait développé ou les espaces dans les quartiers posent problème. Et j'ai envie souvent de dire qu'il nous faut aller au-delà des ministères du foot, de la lutte, de la haute compétition, pour avoir des ministères de la santé qui sont vraiment liés à l'activité sportive, en s'adaptant bien sûr à nos réalités. Donc quelques solutions pour finir. Ce n'est pas vraiment inaccessible. Les cardiopathies rhumatismales, il faut traiter les angines de l'enfant, c'est aussi simple que ça. Identifier les sujets à risque, pouvoir les dépister et leur faire une pénicillinothérapie mensuelle. Avec ça, ils ne feront pas les complications cardiovasculaires. Pour les facteurs de risque, il faut changer de comportement, il faut informer les populations, il faut dépister les facteurs de risque, respecter les traitements, donc aider les populations à comprendre les enjeux, et puis subventionner les médicaments essentiels. La médecine traditionnelle, il faut qu'elle soit une médecine scientifique, encadrée, bien évaluée, et puis il faut former les praticiens comme on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est un vrai problème de santé publique, et avoir des projets simples et reproductibles. Et ce que nous avons essayé de faire, nous, c'était de développer deux modèles. Le premier modèle, c'est de dire il faut informer et éduquer les gens. Donc nous sommes allés dans les comités de quartier, les leaders d'opinion, nous les avons formés et discuté avec les professionnels de santé. Nous avons dit qu'il faut dépister, nous avons formé les personnels de santé. Et puis nous avons dit qu'il faut prendre en charge, et nous avons essayé de proposer, dans une ville qui était Saint-Louis en l'occurrence, un plan de prise en charge et un système de référence, de contre-référence. Et l'idée étant de prendre en charge au moins 80% des cas dépistés. Nous l'avons mis en place. Nous avons, avec un coût de 1500 francs, permis d'avoir tous les facteurs de risque dans l'enveloppe que nous avons proposée. Et voilà ce que donc nous avions dit. Poste de santé, essayez de faire le dépistage. Les cas dépistés, le référer là. Prise en charge par le médecin, la prise en charge des crises cardiaques. Au moment où je vous parle, dans une ville comme le Sénégal, où se trouvent tous les cardiologues, il n'y a pas 3 à 4 structures publiques où vous pouvez faire un électrocardiogramme à 23 heures. Il n'y en a pas. Donc nous avions pensé que la crise cardiaque, c'est grave, mais c'est 30% de mort subite. Et c'est 30% de survenue brutale. Et donc, c'est le temps qui est important. Et puisque c'est le temps qui est important, puisque vous voyez là, si vous agissez dans les 3 premières heures, vous avez sauvé plus de 80% des malades. Si vous agissez dans les 20 premières heures, vous avez perdu plus de 90% des gens. Donc nous avions pensé qu'il fallait aller former les gens dans les centres de santé, là où il y a des généralistes et des infirmiers, leur dire utilisez l'électrocardiogramme, le fax et l'Internet. Vous avez trouvé quelque chose, vous avez été formé pour prendre en charge le patient. Si ce n'est pas clair à votre niveau, envoyez-nous soit par fax, soit par Internet l'image et on discute avec vous de la prise en charge. Éventuellement, vous utilisez l'ambulance et vous nous l'envoyez dans une structure. Et en ce moment-là, quelqu'un qui habite Ouakam, ayant sa douleur, va au centre de santé Ouakam et c'est là que la prise en charge doit démarrer. Sinon, je pense que le combat est perdu. Et puis pour finir, juste pour dire que la prise en charge des maladies cardiovasculaires, c'est un problème. C'est un problème plus aigu en Afrique. 2% des Zaïrois seulement sont contrôlés pour leur hypertension artérielle. Mais souvenons-nous, et c'est ça mon dernier plaidoyer, c'est vrai pour le diabète, les dyslipidémies, le cancer, le palud, les maladies. Donc finalement, nous avons malheureusement tout avec nous. Il y a tant de maladies. Faut-il courir après l'une et l'autre en même temps? C'est-à-dire, faut-il faire comme nous avons l'habitude de faire, rollback ceci, lutte contre l'autre, chacun. Alors, j'ai envie d'appuyer mon ami qui n'est pas peut-être tout à fait sevré, fighting contre everything, c'est peut-être ça, la bonne nouvelle, parce qu'on n'y arrivera pas. Voilà ce que ça coûte en milliers de milliards de dollars si vous voulez prendre en charge le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, etc. À mon avis, c'est beaucoup plus que les budgets que nous avons. Or, il y a de l'espoir, parce que si vous luttez contre 5 facteurs de risque cardiovasculaire, le tabac, le diabète, l'hypertension, l'obésité et le cholestérol, c'est 90% des crises cardiaques que vous avez prévenues. Et les AVC avec. Donc ça veut dire que c'est peut-être ça qu'il faut faire. Mais ce n'est pas que les maladies cardiovasculaires que vous avez prévenues, puisqu'on sait que maladies cardiovasculaires et diabète, c'est pratiquement la même chose. Donc vous avez ici prévenu beaucoup de
maladies cardiovasculaires. Donc, éviter les programmes verticaux, intégrer la lutte entre maladies cardiovasculaires et les autres maladies non transmissibles, et même avoir une politique globale qui conjugue les efforts maladies transmissibles et maladies non transmissibles. Avec quelques outils, je passe très vite, avec une stratégie et une évaluation, je pense qu'on peut y arriver. Donc, tout cela peut être appuyé par des recommandations claires. Donc, pour conclure, chers maîtres et honorables membres de l'Académie, quelqu'un a dit, et je m'excuse, c'est l'une des rares diapositives en anglais, lutter contre une maladie, c'est une affaire de transfert de technologie, et ça pose pas de problème. La technologie a transféré. Le système qui doit délivrer cette technologie de façon effective et la volonté de réussir. Et je pense que nous avons la technologie, en tout cas elle existe, parce que ces outils diagnostiques, nous les avons, elles peuvent être pas aussi chères qu'on le dit. Les médicaments, ils existent. L'éducation, l'observance, ça peut aussi être des outils qui ne coûtent pas cher. C'est peut-être la technologie, je crois, qu'il faut construire. Et je pense qu'il faut la construire dans une vision globale. Une vision globale voulant dire avoir réellement une carte sanitaire qui définit les compétences, les ressources humaines, les équipements et les infrastructures à tous les niveaux, et dire qu'on ne prend pas en charge les maladies cardiovasculaires. On a un programme de lutte pour la santé dans une vision cohérente et prospective. Et je pense que si on ne le fait pas, peut-être qu'on aura beaucoup de combats parcellaires, mais il sera difficile de gagner la bataille. C'est la seule diapositive écrite réellement en anglais, mais vous imaginez bien, j'ai péniblement essayé de la traduire de l'allemand en anglais, et puis je n'ai pas osé faire une ultime transcription pour dénaturer la pensée du grand Goethe. Et pour cela et pour les erreurs que j'aurais commises, je vous demande d'être très indulgent. Et merci. Très souvent, il n'y a que l'enseigné qui est évalué. Non, je dis que c'est mon fils. Je n'ai pas d'arrêter parce que après, tu vas lui tirer les oreilles. Mais il a apprécié et ses collègues ont apprécié. Et ça, je pense que c'est un élément très important parce qu'en fait, vous dites souvent, on ne peut pas apprendre à quelqu'un qui a peur de vous. Leur mieux-être. Et concernant la question de cholestérol et statine de ce fameux livre, je pense que j'ai mis sur une diapositive, j'en suis désolé, je m'en excuse parce que j'étais venu pour parler pendant 30 minutes, donc c'est pourquoi j'ai dû aller très vite sur certaines diapositives. Sur une diapositive, j'ai essayé de donner 8 médicaments, pas pour le cardiologue, mais sur ce que j'appelle le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire qui normalement devrait faire le bonheur des cardiologues et des malades du cœur, des néphrologues, des diabétologues, des neurologues. Parce que c'est finalement, on est à peu près dans le même combat. Ils étaient 8 ces médicaments. 8. J'ai dit bien 8. Parce que des études ont montré que vous agissez sur 5 facteurs de risque. Encore une fois, vous avez agi sur 90% des cas de crise cardiaque. Et parmi ces 8 médicaments, il y a cette classe thérapeutique qui s'appelle les statines. Donc je pense qu'il nous faut rester sur l'information scientifique. Je crois qu'il y a quelques révolutions, entre guillemets, en cardiologie du point de vue du traitement pharmacologique. Les statines font partie de ça. Donc c'est juste pour dire que maintenant, il y a beaucoup de passion autour de certaines découvertes scientifiques qui ébranlent les connaissances et les habitudes des gens. Mais ce médicament est un médicament majeur pour le risque cardiovasculaire. Et il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces 8 médicaments, on les mettrait à la disposition des populations. Et ils sont tous dans les génériques, tous. Donc on aurait pris, dans le cadre des génériques, on a subventionné ce qu'on a pu subventionner. Je pense que quand même, on aurait peut-être pu dire que le risque cardiovasculaire, vous l'avez à 5 000 francs ou 10 000 francs CFA par mois. Je pense que les Sénégalais pousseraient un ouf de soulagement. À mon avis, restons dans ça. Et même si vous n'avez pas mis tous ces 8 médicaments, il y a des études. Ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des pays comme nous, pauvres, qui ont dit, mais on ne peut pas subventionner les 8, on en prend 3. Parmi les 3, d'ailleurs, il y a la bonne vieille aspirine, plus 2 autres. Savez-vous que 1, 2, 3 bêta-bloquants, inhibiteurs de l'endocannine ou statine, vous subventionnez ces 3 médicaments-là, sur quelqu'un qui a une crise cardiaque, vous avez considérablement amélioré sa qualité de vie et son espérance de vie. Donc c'est juste pour dire, restons dans les informations scientifiques, et ce que ce monsieur a écrit, qui a fait vraiment les choux gras de la presse populaire, malheureusement n'est pas une bonne information scientifique, parce qu'il y a beaucoup de médicaments, et nous-mêmes nous sommes des relais de ça, malheureusement, sous la pression de l'industrie pharmaceutique qui ne servent à rien, mais celui-là, il est utile.
Et vraiment, je pense qu'il faut vous rassurer à ce niveau-là. Pour la question de la médecine traditionnelle, là aussi, je vous ai montré un peu ce thaumaturge un peu mystérieux avec sa boucle un peu mystique. Mais ce que moi j'ai voulu dire par la médecine traditionnelle, je pense qu'il n'y a pas, à mon avis, une médecine dite traditionnelle, une autre moderne et une autre qui serait fictive. Il y a une médecine scientifique. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas proposer aux populations un médicament, et j'ai envie d'ajouter une approche même qui soit alimentaire, qui ne soit prouvée être utile pour les populations. C'est ça que nous n'arrivons pas à faire. Si aujourd'hui on pense que les cubes posent un problème, mais au nom de Dieu, savez-vous en ce moment-là que les cubes sont peut-être responsables d'une mortalité cardiovasculaire beaucoup plus importante que le tabac. Dans toutes nos études, le cholestérol est au moins 10 fois plus fréquent que le tabagisme. Parce qu'au Sénégal, nous sommes à, disons, 10% au maximum sur la population générale. Pour une raison toute simple, c'est que les femmes fument moins et les hommes, ils sont autour de 20%. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire qu'on se bat beaucoup contre le tabagisme, c'est crucial. Mais si nous ne nous battons pas contre les maladies cardiovasculaires, c'est un tiers du risque cardiovasculaire que nous avons omis. Or, je ne crois pas qu'il y ait au Sénégal aujourd'hui une seule approche qui soit rationnelle. Et c'est la même chose pour moi, pour ce qui concerne la médecine traditionnelle. Nous avons une pharmacopée qui existe. Notre maître, le professeur Doudouba, connaît probablement très bien ces choses-là. Nous avons des réalités, mais appliquons les mêmes règles de la science universelle et démontrons que scientifiquement tel produit est utile dans telle situation, et en ce moment nous allons l'approprier et le vulgariser. Mais je crois que tout ce qui ne peut pas être fait dans ce sens doit être combattu et banni. Ça ne veut pas dire qu'une autre science ne peut pas être utile. C'est justement la science ou les sciences humaines. Il faut que les psychologues, les socio-anthropologues comprennent pourquoi les populations vont vers ça. Sur quel mécanisme on peut agir pour qu'on puisse inverser cette tendance-là. Ça aussi, c'est de la science. Mais mettons à contribution tous les outils, mais scientifiques, pour que cette médecine dite traditionnelle soit une médecine réellement utile, fondée sur des preuves et qu'on puisse appliquer aux populations. Je pense que sinon, on est dans l'émotionnel, on est en Afrique, puisqu'on est en Afrique, c'est l'émotion, et donc peut-être qu'on a notre médecine à nous. Je ne crois pas qu'il y ait une médecine africaine, il y a une médecine universelle, pour autant que je me souvienne. Michel Ndiaye, je vous remercie. J'espère que quand un de mes élèves se plaindra de moi, puisque je vous en donne l'autorisation, puisque vous êtes mon aîné et maître, vous viendrez me dire vous n'avez pas été bon sur ce coup-ci. Et j'essaierai de faire de mon mieux, parce qu'effectivement, je pense que c'est un projet de vie et il faut essayer de faire son travail du mieux qu'on peut. Ce que vous avez dit concernant les mitochondries, en vérité, je crois que nous avons peut-être quelque chose qui s'en rapproche. Nous savons très bien, en effet, que lorsque vous venez de déboucher une artère, il y a un stress oxydatif avec des radicaux libres d'oxygène qui font qu'une partie des cellules myocardiques ne fonctionne plus. On appelle ça la sidération myocardique et l'hibernation myocardique. C'est un peu le vocabulaire des cardiologues. Et d'ailleurs, tous les cardiologues savent très bien que quand nous faisons une échographie pour voir si un cœur bouge bien ou pas, attendez un peu, parce qu'il y a des cellules qui sont justement victimes de ce malaise-là, entre guillemets. Et justement, nous sommes en train aussi, dans le cadre de la recherche au niveau de la cardiologie, de voir dans quelle mesure lutter contre ces radicaux libres et d'arriver. Mais c'est quelque chose qui est connu depuis 1980 ou 81, parce que deux grands chercheurs ont pu justement comprendre que la science ne doit pas être qu'une affaire de plomberie, ce que croyaient être les cardiologues, et donc ils se sont rapprochés des gens comme vous qui leur ont expliqué que la cellule c'est important. Et donc, vous avez tout à fait raison. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Je pense que c'est plutôt des contributions. Et je pense que c'est ça l'enjeu. Je crois réellement que nous devons aujourd'hui arriver à faire de la bonne recherche scientifique, diffuser cette recherche scientifique et appliquer ces notions-là. Et justement, vous l'avez bien dit, il faut informer et éduquer les populations. C'est crucial. Surtout que ce sont des maladies à longue durée. On vit avec son diabète et sa crise cardiaque et son hypertension artérielle. Donc si vous n'avez pas été bien informé, bien éduqué, ce qui est un combat qui n'est pas aussi simple que ça, le combat est perdu. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent déjà qu'ils sont hypertendus. Ça veut dire donc il faut que les gens aillent se faire dépister. Pour cela, il faut qu'on les informe de la nécessité de se faire dépister. Mais quand ils sont dépistés, qu'ils soient pris en charge. Il faut une stratégie pour cela. Et enfin, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, des gens feront des crises cardiaques. Parce que la crise cardiaque, aujourd'hui, nous ne sommes pas très forts en cardiologie pour dire celui-là le fera ou celui-là ne le fera pas. Ça veut dire donc, ayant aussi une organisation de soins. C'est sur ce triptyque, à mon avis, qu'on agira si on veut être complet. Et tout ce que vous avez dit, je pense, procède de cette dynamique-là. Enfin, monsieur Ndione, vous avez raison. Je pense justement que
On a tous cette formule galvaudée en tête. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai essayé de vous dire que pour les maladies cardiovasculaires, et c'est vrai pour les cancers et pour les maladies chroniques, prévenir, c'est agir sur 3 leviers. Prévention primaire, c'est l'exercice physique, c'est l'alimentation et le tabac. Mais est-ce qu'on a une politique contre ça? Donc ça veut dire qu'il faut, au-delà des formules galvaudées, avoir réellement une vision, et je suis d'accord avec vous qu'il faudrait donc que le ministère du Sport comprenne qu'il faut qu'il gagne la Coupe d'Afrique des Nations, mais que, mieux encore, il faut que les Sénégalais puissent détendre les jambes, faire de l'exercice, et ça, c'est aussi, je crois, un rôle possible, parce que c'est dans la perspective de santé publique que ça doit se faire. Et puis, quelqu'un a parlé du dopage. Évidemment, le dopage, pour la petite information, le dopage est l'une des principales causes de décès cardiovasculaire du sportif. Pour résumer l'affaire, si un sportif meurt brutalement sur un terrain, la première chose à laquelle il faut penser, c'est le dopage. Si j'ai un sportif de 25 ans qui est hypertendu, la probabilité la plus forte de la cause de son hypertension, c'est le dopage. Donc, évidemment, ça aussi, c'est un élément important. Et puis, mon grand frère Aynina, bon, c'est vrai, je ne veux pas semer la panique, mais il y a un problème. Bon, tu l'as dit, quand tu trouves 20% de syndrome métabolique, tu es en train donc de dire que finalement, il y a 60% de dyslipidémie, puisque, comme tu le dis, c'est la constellation de tout. Et ça veut dire donc que, ayons des stratégies. Moi, ce que j'ai essayé de démontrer justement, c'est qu'à tous les niveaux, sur les déterminants non sanitaires, c'est-à-dire la politique de taxation, dire qu'on va faire des taxes sur les acides gras saturés, les gens vont aller vers des choses un peu plus saines. Je l'ai démontré. Dans certains pays, ça marche et c'est 25% de réduction. Vous faites pareil sur le tabac, vous gagnez encore quelque chose. Ainsi de suite, sur chacun des leviers, vous pouvez faire quelque chose. Et j'ai démontré également, ou essayé de montrer, que vous avez quelques médicaments dans une stratégie appropriée d'une bonne pyramide de santé, mais vous avez agi sur la plupart des maladies cardiovasculaires. Après, il ne faut pas que le spécialiste vienne vous dire « moi, je veux tel médicament de luxe ». Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que les populations soient bien traitées. Donc, la situation est alarmante, mais il y a réellement des possibilités aujourd'hui pour contrecarrer cette épidémie-là. Et puis, enfin, je pense que, M. Diouf, ce que vous avez dit est crucial. C'est-à-dire, la lutte contre les maladies cardiovasculaires et contre la maladie tout court, ce n'est pas une affaire de techniciens, c'est nous tous. Si les psychologues, les socio-anthropologues et la société civile et les décideurs ne se mettent pas ensemble, on ne la réussira pas. Et j'ai essayé, je crois, de le dire aussi, et c'est la même chose, je crois, pour la communication. Nous avions essayé pour l'enquête de Saint-Louis, et nous l'avons beaucoup fait. L'enquête de Saint-Louis a fait même presque la première de couverture des journaux. Mais la morale de l'histoire, puisque vous ne vous en souvenez pas, c'est qu'il faut qu'à un niveau institutionnel, la question de la communication soit prise en charge. Sinon, c'est des combats individuels. Et des combats individuels, je crois, ne peuvent pas remporter la grande bataille. Merci, cher maître. Bon, encore une fois, je renouvelle nos félicitations. Et également, il y a eu des questions très pertinentes. J'ai constaté aussi que l'auditoire a été très attentif. Les plus âgés, parce qu'on est intéressés, mais les plus jeunes aussi. Et malgré le ramadan, tout le monde a suivi. Tout à l'heure, il y a mon cousin à plaisanterie, il semble, le vice-président qui me taquinait. Aynana aussi, le professeur Aynana, je ne l'ai pas vu en disant que c'est le ramadan, parce que j'ai eu faim. Mais les conférences ont été tellement bonnes que j'ai appris, j'ai eu la nourriture intellectuelle, spirituelle, que je vous assure que je vais couper mon ramadan à 23h aujourd'hui. Tellement je suis rassasié intellectuellement. Donc, je donne la parole au président. De venir présenter des résultats de recherche, des travaux en cours et d'échanger avec d'autres chercheurs, le grand public et les médias. Et je profite de l'occasion pour dire à nos invités que cette séance a lieu le dernier vendredi de chaque mois, excepté les mois d'août et de septembre. Ensuite, nous avons eu 2 exposés remarquables qui nous ont permis d'échanger, de faire des recommandations et de conclure. En ce qui concerne le premier, je crois que l'idée essentielle que je retiens, c'est que ce travail a été conçu en phase avec la vision de l'Académie, dans un cadre de partenariat avec une approche multidisciplinaire qui est une caractéristique fondamentale de la science à l'heure actuelle. Aucun laboratoire, quel que soit son degré d'équipement de performance, ne peut à lui tout seul aborder un problème parce qu'il a des ramifications
partout. Et c'est pourquoi nous devons saisir cette occasion pour rappeler l'option très importante prise par Monsieur le Président de la République de favoriser la mise en place d'équipements lourds, partagés, pour permettre à des équipes multidisciplinaires de travailler. Et hier, au cours d'une audience avec Monsieur le ministre, nous rappelions cet engagement qui avait été pris par Monsieur le Président de la République. Donc nous vous encourageons, Monsieur Ndiom, à persévérer dans la voie que vous avez choisie et qui est la bonne, le partenariat, l'approche multidisciplinaire. En ce qui concerne le second exposé, il nous a permis également de réfléchir sur une question de société. Ce n'est pas une maladie, c'est une question de société, ces maladies cardiovasculaires. Alors, moi, la conclusion que je tire et qui a été évoquée par certains intervenants, c'est que nous avons tout lieu, nous, patients potentiels ou réels, d'être inquiets dans la mesure où les spécialistes de ces questions ont encore de sérieuses lacunes. Je crois que ce n'est pas le lieu d'épiloguer, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Pour avancer, et c'est le rôle de l'Académie d'essayer d'avancer face à des questions, moi je vais recommander au bureau que nous invitions le professeur Khan à venir discuter avec la section des sciences de la santé pour voir exactement dans quelle direction l'Académie pourrait élaborer un document pour davantage attirer l'attention des décideurs sur cette question de société. Ce n'est pas l'affaire des spécialistes, c'est une affaire politique d'abord. Et je crois qu'au sein de notre institution, nous avons la mission d'aider les pouvoirs publics à élaborer les meilleures politiques de développement. C'est un secteur où quelque chose doit être fait. Le troisième point que je voudrais évoquer, qui est transversal, c'est le problème de la communication. Nous avons, nous scientifiques, la réputation d'être dans nos tours d'ivoire, il faut qu'on en sorte. Je voudrais remercier les journalistes qui sont de plus en plus nombreux à venir fréquenter nos réunions, en leur demandant, lorsqu'ils font leur papier, d'être très attentifs, en évitant de donner un visage un petit peu erroné de ce qui a été dit au cours des débats. Parce que c'est beaucoup plus dangereux que de ne pas communiquer du tout. Et celui qui a fait la présentation, les autres membres de l'Académie qui sont là sont à votre disposition pour vous aider à améliorer la qualité de vos papiers. C'est très important, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre aide, donc vous avez donné une information bonne, pertinente. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que nous ne pouvons pas régler ce problème de communication comme ça. Il y a un réel besoin que nous avons identifié. C'est de la même façon qu'on invite des lutteurs qui signent un contrat à disposer de temps d'antenne pour parler aux populations, de la même façon que les partis politiques, au moment des campagnes électorales, disposent de temps d'antenne pour faire passer leurs messages, nous aussi, scientifiques, nous avons des messages à faire passer en direction de la communauté nationale. C'est la raison pour laquelle l'Académie s'est engagée à tout mettre en œuvre pour disposer d'un temps d'antenne pour les scientifiques dans les grilles de programme de la RTS, pour commencer. Un premier pas a été franchi, car le directeur actuel de la RTS nous a donné un accord de principe à l'Académie pour travailler avec la directrice de la télévision pour définir le contour de ce temps d'antenne, ce qui nous donnera l'occasion, ce qui nous aurait donné l'occasion tout de suite de consacrer un temps d'antenne
à notre conférencier de ce matin pour sensibiliser l'opinion posée en attendant que ça. Nous allons établir. Cet après-midi, c'est le ramadan. C'est le ramadan. Nous lui aurons donné ce temps d'antenne, mais nous verrons comment finaliser ce dossier et le porter à votre connaissance et l'exploiter. En tout cas, je voudrais, pour conclure, dire que notre séance de cet après-midi a répondu à notre attente, d'autant que une des composantes du contenu de cette séance académique, c'est également de permettre à des candidats à l'académie de venir faire une présentation, car c'est un élément du dossier. Ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est qu'aucun des deux conférenciers de cet après-midi n'est encore candidat à l'académie. Je ne sais pas si vous le comprenez comme un appel du pied ou comme ça, mais en tout cas, c'est une séance qui est consacrée à cela et je voudrais vous remercier d'avoir accepté de venir l'animer comme ça, avec générosité, pour échanger avec nous. Je voudrais enfin vous remercier d'être venus si nombreux. D'après la feuille de présence, nous étions 34 dans la salle, avec un très bon score, 15 membres de l'Académie présents aujourd'hui. Il me dit pour la première fois, c'est un début et nous allons persévérer. Et merci et bon dogo à tous. Je suis le professeur Abdoul Khan, je suis cardiologue et chef du service de cardiologie de l'hôpital général de Grand Yoff, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tous les vendredis de chaque mois, le dernier vendredi de chaque mois, je veux dire, l'académie organise ses séances académiques. Là, aujourd'hui, vous êtes ici pour divulguer des recherches sur la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Quelles sont les recommandations? Nous avons essayé d'abord de partir de l'état des lieux, de faire le constat suivant. Les maladies cardiovasculaires et les facteurs qui exposent à ces maladies sont malheureusement très fréquents au Sénégal, puisque nous avons beaucoup de malades qui sont hypertendus, c'est 20 à 35% de la population. Beaucoup ont du cholestérol, sont diabétiques et nous avons encore beaucoup de gens qui fument ou ont un excès de poids. Le second constat est que si ces maladies sont fréquentes, elles ne sont malheureusement pas prises en charge de la meilleure des façons, puisqu'il y a des problèmes d'abord de dépistage de ces maladies. Ensuite, il y a un problème de contrôle, même lorsqu'on les a dépistés, puisque le traitement n'est pas toujours fait, ou lorsqu'il est fait, la maladie n'est pas toujours contrôlée. Et nous avons également montré que malheureusement, même les professionnels de la santé ne sont pas toujours outillés pour prendre en charge au mieux ces maladies cardiovasculaires. Et à partir de ces constats, nous avons donc voulu faire des propositions sur la prise en charge de ces maladies. Et ces propositions sont axées autour de deux stratégies principales. Vous n'êtes pas encore malade, il faut prévenir la maladie. Vous êtes déjà malade, il faudrait qu'on vous donne la possibilité de vous soigner correctement. Et pour cela, nous avons proposé trois stratégies essentielles. La première stratégie est l'éducation des populations pour qu'elles comprennent mieux ce que sont ces maladies, qu'elles s'imprègnent de la réalité et qu'elles soient elles-mêmes des acteurs de la prévention de ces affections à un niveau individuel mais également au niveau de la communauté. La deuxième stratégie, c'est d'identifier les personnes qui peuvent avoir un risque. Si vous avez un excès de poids, si vous fumez, si vous êtes diabétique, vous avez probablement plus de risques de développer ces maladies. Donc chez ces sujets qui ont un risque potentiellement plus élevé, il faut peut-être aller plus rapidement se faire dépister. Et enfin, la troisième stratégie, c'est la prise en charge des cas, et notamment des cas urgents. Et la prise en charge des cas urgents est également partie d'un constat. Malheureusement, dans un pays comme le Sénégal aujourd'hui, pour prendre en charge une urgence aussi commune mais grave que la crise cardiaque, nous ne sommes pas vraiment outillés, puisque nous avons très peu de structures capables de faire le bon diagnostic et le bon traitement. Donc nous avons demandé à faire en sorte que le personnel paramédical, les infirmiers, les médecins, même généralistes, connaissent mieux ces affections, soient mieux formés et que les populations étant plus proches de ces personnes-là puissent, devant un signe d'alerte tel qu'une douleur dans la poitrine, un essoufflement anormal, aller rapidement se faire consulter, que ces praticiens qui sont dans les quartiers puissent faire un premier débrouillage et peut-être même faire le bon diagnostic et envisager le traitement. Évidemment, les spécialistes seraient derrière, d'abord pour mieux les former
et ensuite pour les accompagner, puisque aujourd'hui, avec les méthodes de communication, ils peuvent parfaitement nous envoyer un électrocardiogramme, une radiographie que nous pouvons interpréter avec eux, discuter avec eux du traitement à démarrer déjà dans le centre de santé, et puis ils pourraient nous envoyer un malade qui est déjà bien conditionné et dont le traitement est déjà envisagé. Puisque dans ce genre de maladie, nous avons l'habitude de dire que c'est une course contre la montre et que le meilleur traitement, en fait, c'est la gestion du temps. Et j'ai illustré cela par cet exemple-ci. Si vous avez une crise cardiaque qui arrive dans les 2 à 3 heures, vous avez 90% de chances de le sauver. S'il arrive 20 heures après, vous n'avez plus que 10% de chances de le sauver. Donc vous voyez ici qu'il faut absolument que la prise en charge soit proche de ces populations. Donc pour nous résumer, nous sommes partis du constat et à partir de ce constat, nous avons proposé ce triptyque-là qui est 1. Prévenez, éduquer les gens, sensibiliser-les à connaître la maladie et ça c'est notre affaire à nous tous et ça doit être sous-tendu par une volonté politique et par une lutte contre les maladies cardiovasculaires, pour une alimentation saine, pour la promotion de l'activité physique, contre le tabagisme. Le deuxième élément du triptyque, c'est de dire, allez vous faire dépister, puisque ce sont des maladies sournoises. Et enfin, le troisième élément, c'est, si vous sentez quelque chose, courez vite voir la structure de santé la plus proche qui pourra vous prendre en charge de la façon la plus optimale. Bon, je ne m'attarderai pas trop sur la clinique, comme j'ai dit, parce que c'est une zoonose, c'est une maladie du bétail, qui se manifeste par des avortements massifs au niveau du bétail et chez l'homme par une fièvre d'une 40aine de degrés, donc des accès de température, mais bien sûr aussi par des complications oculaires et aussi elle peut aboutir à une forme hémorragique. Donc je ne m'attarde pas sur la partie clinique. Moi je viens à la santé par le climat. Et comme la fièvre de la vallée du Rift est une maladie climato-sensible, climato-dépendante, ça veut dire qu'il y a des conditions climatiques qui, lorsqu'elles sont réunies, président ou contribue à l'émergence de la maladie. Donc nous, ce que nous utilisons, c'est des indicateurs climatiques qui nous permettent de faire la prévision du risque d'émergence de ces maladies. Voilà. On vient à la maladie par le climat. Au moment où je vous parle, certains outils de prévision ne sont pas encore adaptés pour faire cette prévision climatologique de la maladie. Donc on a bien compris les mécanismes d'émergence. Il y a des programmes qui sont en cours sur cette partie prévision et d'occurrence de la maladie. Mais aujourd'hui, au moins, on a de bons marqueurs climatiques qui nous permettent, lorsque ceux-ci apparaissent, de dire qu'il y a des conditions qui sont réunies. Je précise, et je vais être formel, qu'on ne peut pas dire que la maladie aura lieu le 15 août ou le 15 octobre. Mais il y a des profils de type de fin de saison de pluie qui, lorsqu'ils sont là, en réalité, peuvent nous aider à, on peut les prendre comme des signaux d'alerte. Voilà, ça aujourd'hui au moins on peut le dire. Aujourd'hui en termes de, si on regarde l'historique des émergences, c'est la vallée du fleuve Sénégal qui est un peu la zone à risque. Mais ce n'est pas pour autant que l'autre partie du Sénégal ou les autres parties soient épargnées. Peut-être aussi parce que simplement les efforts de diagnostic, les efforts de collecte de données se sont concentrés sur cette zone. Mais théoriquement, le Sénégal reste, comme la Mauritanie, des pays en réalité endémiques. Donc le pays est concerné. Mais jusqu'à présent quand même, vu l'historique des émergences, la vallée du fleuve Sénégal concentre l'attention des recherches jusque-là. J'ai dit dans ma communication, en toutes les saisons des pluies, où nous avons des pauses supérieures ou égales à 13 jours, des pauses pluviométriques, suivies de fortes précipitations, supérieures ou égales à 23 mm. C'est ce que les publications ont montré. Ce type de fin de saison de pluie sont propices, en tout cas ont été jusque-là associés à l'émergence de la maladie. Donc il ne faut pas réfléchir en termes de fortes précipitations ou de déficit de précipitation. Dans le monde scientifique, les mots ont leur sens et les échelles d'attaque du problème, les échelles à laquelle on travaille sont importantes. Donc pas de raccourci.